Bonjour à tous et bienvenue sur Femmes de Science, le podcast scientifique qui met en lumière les femmes. Aujourd'hui, nous commençons ce deuxième épisode de la rubrique Histoire de femmes avec l'effet Matilda. Matilda Effect en anglais. Mais qu'est-ce que c'est ? L'effet Matilda est un concept de sociologie qui dit qu'il existe un phénomène récurrent de déni des femmes dans la science. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous êtes une femme, brillante, passionnée par votre recherche, et vous travaillez dans un laboratoire ou une entreprise avec des collègues masculins. Rien de plus classique. Un jour, vous découvrez une nouvelle méthode ou un objet dans le ciel ou une nouvelle théorie révolutionnaire. C'est là que l'effet Matilda intervient. Non seulement vous avez de grandes chances qu'on vous décrédibilise, vous et votre travail, mais dans certains cas, on attribue votre travail à vos collègues masculins. Ainsi, dans toutes les publications, les articles, les remises de prix, on ne parle pas de vous, on ne parle pas de votre travail, mais on félicite celui de vos collègues masculins. Alors, vous en pensez quoi ? C'est pas sympa, hein ? Moi, personnellement, je trouve aussi. Dans ce podcast, je vais présenter plus en détail cet effet, mais aussi 2 exemples parmi des milliers, de 2 femmes qui ont subi l'effet Matilda, Rosalind Franklin et Jocelyn Bell. Commençons par présenter la bête. L'effet Matilda a été défini par une historienne des sciences nommée Margaret Rossiter. Pour cela, elle a approfondi la théorie de Robert King Merton sur l'effet Mathieu, ou Mathieu Effect en anglais. Dans les années 60, ce sociologue s'est intéressé à la manière dont certaines grandes figures étaient reconnues au détriment de leurs collègues ou de leurs proches, qui eux aussi avaient participé à la réussite de ces mêmes travaux. Il développe une théorie sur l'inégalité du succès. Si on est connu, on va avoir de plus en plus de visibilité et de gloire. Si on ne l'est pas, on va tomber sur les côtés de la parabole qu'est le succès, et on entendra encore moins parler de nous ni de nos travaux. Il nomme cette théorie l'effet Mathieu, en référence à un verset de l'Évangile selon Matthieu 13,12, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Ainsi, dans les années 80, Margaret Rossiter s'inspire de ce concept et le théorise plus profondément. En effet, elle remarque que l'effet Mathieu est largement plus présent quand il s'applique aux femmes scientifiques. Elle décide de nommer ses propres recherches effet Matilda, en hommage à la militante féministe Matilda Joslyn Cage, qui, dès la fin du XIXe siècle, avait remarqué qu'une minorité d'hommes avait tendance à s'accaparer la pensée intellectuelle de femmes. Si cela vous intéresse, je vous ai mis l'ensemble de ma bibliographie sur l'effet Matilda et l'effet Mathieu. Vous avez dans cette bibliographie accès à la publication de 1993 de Margaret Rossiter, The Matthew-Matilda Effect in Science, avec le mot Matthew barré, qui donne beaucoup plus d'informations et qui a un puits de connaissances sur le sujet, vraiment. Vous me direz, c'est un peu normal vu que c'est elle qui a créé le concept, mais bon. Voilà, vous avez ça, n'hésitez pas. Maintenant, il est temps d'illustrer cet effet avec des exemples concrets. Aujourd'hui, je ne présente que 2 femmes, mais bien évidemment, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je pourrais refaire un autre épisode sur d'autres femmes qui ont subi l'effet Matilda. Commençons avec Rosalind Franklin. Rosalind Elsie Franklin est née en 1920 et c'était une chimiste et cristallographe au rayon X anglaise. Ses travaux étaient essentiels à la compréhension des structures moléculaires de l'ADN. Pour rappel, ADN signifie acide désoxyribonucléique et est une molécule très longue qui comporte l'ensemble de l'information génétique héréditaire. En 1950, Rosalind Franklin obtient un poste au King's College. Son superviseur, nommé John Mundell, lui demande d'étudier uniquement la molécule d'ADN. Maurice Wilkins est un de ses collègues qui aurait émis le premier l'idée d'utiliser de la cristallographie au rayon X sur l'ADN. Or, il y a un petit problème. Les 2 collègues ne se supportent pas. Et pour ne pas arranger les choses, leur superviseur John Rundle n'a pas un bon leadership pour faire en sorte que ses collègues s'entendent mieux. Croyez-moi, personnellement, je sais ce que c'est d'avoir un manager incompétent. Mais ça, ce sera une autre histoire. Continuons avec Rosalind. Elle poursuit son travail et prend de nombreux clichés de l'ADN avec son doctorant Raymond Gosling. Ils font ensemble le fameux cliché 51 avec l'ADN en forme d'hélicoptère, mais par manque de confiance en elle et par doute, elle préfère poursuivre ses expériences sans rien publier. Sauf que, pas très loin de là, à l'université de Cambridge, 2 hommes travaillent également sur l'ADN, Watson et Crick. Eux, ils ne font pas d'expérimentation, contrairement à Rosalind.
Mais merci à Wilkins qui leur transmet les travaux de Rosalind sans même lui demander, dont le cliché 51. Ainsi, Watson et Crick décident de publier dans Nature leur théorie sur l'ADN en hélicoptère avec ce fameux cliché. En 1956, Rosalind Franklin a un cancer des ovaires duquel elle mourra 2 ans après à l'âge de 37 ans. En 1962, les 3 hommes Wilkins, Watson et Crick obtiennent le prix Nobel de médecine pour leur travail sur la structure de l'ADN, sans même remercier Rosalind. Voilà, c'est ça l'effet Mathilda. Ils lui ont à la fois volé son travail et en plus, ils ne l'ont pas cité. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça peut être cruel? Vraiment. C'est absolument fou et en plus, c'est son collègue qui l'a trahi, quoi. Enfin bref, continuons sur la prochaine histoire et à la fin, je parlerai un petit peu de mon avis sur ça. Donc un autre exemple de l'effet Mathilda, cette fois-ci en astrophysique, qui est mon domaine de prédilection. Il s'agit de Jocelyn Bell Burnell. Suzanne Jocelyn Bell Burnell, née en 1943 et encore vivante, est une astrophysicienne d'Irlande du Nord qui, en tant qu'étudiante de 24 ans en doctorat, a découvert les premiers pulsars radio en 1967. Je vous explique. Les pulsars sont des corps stellaires tourbillonnants qui envoient des faisceaux d'ondes radio à travers l'univers. C'est un objet hyper important en astrophysique, car maintenant les scientifiques peuvent tester certaines des théories les plus fondamentales de la physique ou essayer de détecter des ondes gravitationnelles et naviguer dans l'océan cosmique. Mais sur ce sujet des pulsars, j'inviterai quelqu'un pour en parler plus précisément. En 1967, Jocelyn Bell Burnell travaillait avec Anthony Hewish, un astronome de Cambridge qui voulait trouver davantage de quasars. C'est quoi les quasars? C'est des noyaux distants et extrêmement brillants de galaxies massives. Pour ce faire, Hewish balayait le ciel à la recherche d'ondes radio produites par ces quasars. Mais pour vraiment réussir, il avait besoin d'un nouveau radiotélescope. Heureusement, il avait justement l'étudiante diplômée pour ce travail, Bell Burnell, l'une des rares femmes à poursuivre des études en astronomie à l'époque. Elle était vive, elle était volontaire et extrêmement capable de construire un télescope qui ressemblait à un champ plein de grillages. Elle s'y est donc attelée et a été en charge de toutes les observations. Un jour, elle reçoit un signal, un bip récurrent. Elle vérifie que ce signal n'est pas une interférence ou une erreur et va ensuite montrer ça à son superviseur Anthony Hewish, qui lui dit que c'est une erreur humaine et ne la croit pas quand elle lui dit qu'elle est vraiment sûre. Donc lui, convaincu que c'est une erreur humaine, il lui demande d'arrêter de chercher la cause ou une explication à ça. Mais elle décide de continuer. Et heureusement, car elle arrive à prédire la réapparition de ce phénomène quelques jours plus tard. Anthony Hewish était forcé de constater qu'il s'agissait bien de la découverte d'un nouveau phénomène ou d'un objet. Il publia sans lassiter cette découverte et il obtient en 1974 le prix Nobel de physique. C'était le premier en astrophysique. Jocelyn Bell est encore en vie et a eu en 2018 un prix nommé Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics d'une valeur de 3 millions de dollars. C'est bien mérité. Il y a une vidéo dans ma bibliographie qui a été réalisée par l'Université de Cambridge que je vous invite à aller voir, où Jocelyn Bell présente sa découverte et quelle était la place des femmes à cette époque. J'ai choisi de vous présenter 2 extraits, dont le premier est l'explication d'un pulsar par Jocelyn Bell. Big-ish stars end their lives with a catastrophic explosion. The material that's exploded goes off into space, and we are left with this shrunk core now spinning quite rapidly, and that's basically how the pulsar comes into being. They swing a beam of radio waves around the sky, a bit like a lighthouse. And when that beam shines in your eyes, so to speak, or on a radio telescope, you pick up a pulse. So it's going pulse, 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 pulse. Donc selon elle, il s'agit d'un objet en rotation qui émet des faisceaux radio que la Terre peut capter et c'est pour ça qu'on reçoit ces petits bip, 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 bip. Donc voilà, vous avez écouté votre premier pulsar et j'espère que ça vous a plu. Et voilà, on apporte un petit peu de physique dans ce podcast. Pour le deuxième extrait, j'ai pris une partie où elle expliquait comment elle se sentait à cette époque en tant que femme de science. Je vous laisse écouter. Women were not expected to be anything other than sex objects, wives, mothers, housewives. You weren't expected to have any brain.
you weren't expected to have any career. Getting married was the goal. I was quite convinced I wasn't clever enough to be in Cambridge and that they would throw me out at some stage. But my policy was to work as hard as I could so that when they threw me out, I'd know I'd done my best. These days we know about imposter syndrome, we know about how young women are often treated, so we're wiser and older, but I think that was a pretty neat ploy on my part. Voilà malheureusement la triste réalité de l'époque. Le syndrome de l'imposteur n'était pas encore connu, mais on se rendait bien compte que la place de la femme dans la société était moindre, et encore plus dans les sciences. Quand elle dit qu'on n'attendait pas des femmes qu'elles aient un cerveau, c'est extrêmement violent et extrêmement dur à entendre. Mais je suis profondément convaincue que ça évolue. Peut-être pas assez rapidement, mais ça évolue quand même, et donc je suis très heureuse de faire ce podcast pour mettre en lumière ces femmes qui étaient les oubliées d'hier. Pour en revenir à Rosalind Franklin, le plus dur a été la trahison par son collègue. Qu'ils ne s'entendent pas, c'est une chose. On peut tous ne pas s'entendre avec nos collègues. Mais qu'il lui vole ses travaux pour les donner aux concurrents, pour qu'à la fin, lui aussi profite de ce prix qui est le prix Nobel de médecine, c'est absolument injuste. Voilà, le mot, c'est l'injustice. Voilà, j'espère que le podcast vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'attends vos feedbacks sur les réseaux. Femmes de science au pluriel. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye!